Bonjour, nous sommes le mardi 6 janvier 2035. Bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Climat alarmant, votre journal sur le climat et l'environnement. Au programme aujourd'hui, un focus sur les villes vertes réalisé par nos envoyés spéciaux, suivi de la question du jour avec un invité exceptionnel en la personne de Monsieur Gardin. Et enfin, pour clore ce journal, nous nous intéresserons à une initiative citoyenne corse suite aux incendies de 2032. Je vais maintenant laisser la parole à nos envoyés spéciaux. Cette semaine, nous avons décidé de faire un focus sur les villes vertes. Donc l'idée est de faire cohabiter les infrastructures de la ville et la nature et améliorer la qualité de vie des citoyens pour rembourser la dette écologique. En France, il y a un réel retard dans l'intégration des zones vertes dans les grandes villes. Selon le dernier classement, seulement 3 villes françaises sont dans le top 50 mondial et aucune dans le top 10. Nous allons donc partir avec Amaury à Maradvi, en Inde, pour aller découvrir en quoi les villes peuvent répondre à des enjeux environnementaux. En effet, Amavarati est un projet visant à construire la ville la plus écologique du monde afin de répondre aux enjeux environnementaux. Cette ville s'étalera sur une surface de 21 000 m². Elle sera recouverte à plus de 60% par des espaces verts et accueillera de nombreux canaux. En ce qui concerne l'offre de transport dans ces villes, il existera donc des bateaux-taxis, des navettes électriques et un vaste réseau de pistes cyclables. En ce qui concerne les bâtiments, ils sont imaginés pour être autonomes en énergie. Je vous repasse Quentin qui va vous présenter une autre solution, les fermes agricoles urbaines. Alors, actuellement, on compte en France environ 300 fermes en agriculture urbaine au niveau national, et ce nombre est en très forte augmentation. De plus, à Paris, sur le toit du parc des expositions de la Porte de Versailles, 14 000 m² sont dédiés à la production de fruits et légumes. Le projet a pour ambition d'en produire 1 tonne par jour en haute saison. C'est une des plus grandes fermes urbaines d'Europe. On ressent, à travers cette démarche, une volonté de sensibiliser la population à une autosuffisance alimentaire. Et en effet, si chacun y met du sien, on pourra transformer les villes en véritables espaces nourricients. Dans le futur, les lieux destinés à la culture seront de plus en plus favorisés par les villes. Mais qu'en est-il à un niveau international ? De nombreuses associations voient le jour afin d'initier les pays à cette démarche d'agriculture urbaine. Cette tendance suit son cours à l'international. Par exemple, en Australie, les efforts pour la généralisation des pratiques liées à l'agriculture urbaine sont reconnus au niveau mondial. La ville de Melbourne est très inspirante dans ce domaine. En effet, à travers la start-up Farmwall, des fermes verticales ont vu le jour sur des immeubles de manière à étendre la démarche d'une consommation locale à toute la ville. En Afrique, l'association Le Toit en Vert milite pour installer des fermes sur les toits et les balcons des immeubles de la ville de Casablanca au Maroc. D'autres régions dans le pays à fort potentiel agricole s'apprêtent à expérimenter des micro-projets en la matière. Comme tous les soirs, c'est l'heure de la question du jour. Le thème d'aujourd'hui est la démocratie et l'écologie. Comme vous le savez, le défi écologique ne cesse d'augmenter. La démocratie essaye tant bien que mal de mettre en place des réformes afin de pallier aux problèmes dus à la pollution. Malheureusement, ces réformes ne sont pas assez respectées par les entreprises et pas assez radicales pour inverser les effets négatifs de la pollution. C'est pourquoi, depuis quelques années, apparaissent partout dans le monde des mouvements tels que Extinction Rebellion, qui prône la fin de la démocratie, car elle la juge trop lente pour régler les problèmes environnementaux et climatiques. La question qui nous a été posée aujourd'hui par un auditeur est la suivante. Pensez-vous que la démocratie est toujours apte à gérer la transition écologique? Question envoyée par M. Richard de Lyon. Pour y répondre, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau M. Gardin, conférencier et spécialiste des questions environnementales. Bonjour M. Gardin. Alors, bonjour Pablo. Alors c'est une très bonne question qu'on a là de Monsieur Richard, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, la démocratie traverse une crise de légitimité, et certains voient dans le réchauffement climatique un moyen de déstabiliser justement ce régime. Donc quand justement certains affirment qu'une dictature, ou du moins un régime totalitaire, serait plus à même de répondre aux enjeux de transformation sociétaux,
D'après mon expertise, je vais plutôt déconstruire ces propos et alimenter un débat autour de l'opportunité réciproque que représente un renforcement démocratique par et pour la transition écologique. D'après moi, le plus important est de décliner les limites de la démocratie, ce qui permettrait justement de dessiner un nouveau contour d'un projet politique qui serait davantage en accord avec la complexité de la transition écologique. On le sait, cette complexité relève des contradictions qu'elle porte avec l'objectif de croissance, dont le projet démocratique actuel s'est porté garant. De ce fait, on peut relever les obstacles de la transformation du système actuel, tels que les inégalités sociales ou les intérêts économiques. D'accord, j'entends vos réponses, mais pour certains écologistes, l'autoritarisme est la solution miracle. Que pensez-vous de cela? Alors, c'est vrai que ça dresse une réflexion autour des régimes existants et de leur action en faveur de la transition écologique. On peut faire un tour d'horizon pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Des pays à tendance autocratique tels que la Chine ou par exemple le Brésil, qui démontrent que le problème n'est pas forcément mieux traité, voire antinomique avec l'extractivisme qui définit nombre de ces pays. De même, l'analyse historique de tels régimes tente davantage à démontrer que des politiques en œuvre ne satisfont aucunement la résorption des inégalités sociales et économiques, et plus récemment environnementales. C'est d'après cette étude que je me permets de déconstruire cette idée de dictature verte. J'entends vos arguments, mais donc, d'après vous, d'où vient cette remise en cause de la démocratie à agir pour le climat et l'environnement? Alors ça peut être dû à plusieurs points. Dans un premier temps, il y a par exemple l'aspect carriériste de la politique, qui est un réel frein à la résolution du problème. En effet, les élus mènent généralement des politiques court-termistes. De plus, la politique actuelle fait passer l'économie du pays avant l'environnement, au lieu d'essayer de corréler les deux. Comme exemple récent, on peut citer par exemple le cas des néonicotinoïdes. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un pesticide que l'on sait nocif notamment pour les abeilles et qui ont été réintroduits à des fins économiques pour sauver par exemple les plantations de betteraves. Donc tout cela forcément remet en question l'efficacité du système démocratique à agir aux yeux de certains d'autant plus que les problèmes environnementaux sont connus et la communauté scientifique nous avertit à ce sujet depuis de nombreuses années. Oui, c'est vrai que la communauté scientifique produit des rapports alarmants, mais la question que je me pose, c'est donc gardez-vous un espoir en une démocratie écologique pour ces prochaines années? Alors oui, totalement. Et par exemple, la prise en compte dans la société des enjeux écologiques, à la fois au sein des institutions, mais aussi au sein de la société civile, et ça depuis les années 80, est pour moi un réel facteur qui va venir appuyer le développement de cette démocratie écologique. Donc c'est marqué notamment par le développement des ONG à l'international, des mobilisations citoyennes en faveur d'une politique climatique exigeante, qui se multiplient notamment au cours de ces dernières années. Ça démontre d'un côté la prise de conscience des enjeux écologiques pour l'ensemble des citoyens, mais aussi l'intérêt qu'ont les ONG à justement essayer de démocratiser un peu cette idée. Toutefois, l'accélération des phénomènes climatiques, la récente mobilisation mondiale de la jeunesse et l'implication des scientifiques dans le débat tend à inverser cette tendance. Mais cette remise en contexte montre l'évolution rapide de la conscientisation du sujet, qui peut avoir un impact sur les choix politiques à venir, ainsi que sa place dans la définition de nouveaux processus démocratiques. Merci beaucoup de toutes ces réponses. Avant de vous laisser, un dernier petit mot. Est-ce que vous avez quelques conseils pour comment avancer vers une démocratie écologique? Alors je peux vous proposer 3 pistes qui sont issues de mes études, qui iraient dans le sens justement d'une démocratie que l'on pourrait qualifier d'écologique. Donc ça commencerait par définir un projet politique, en débattant des limites inhérentes de l'épuisement des ressources et des seuils, et aussi de leur implication sur nos institutions et systèmes politiques. Donc cela passe par des réflexions autour des libertés et régulations dans l'intérêt des citoyens, ici et ailleurs. Ensuite, un second point serait de ramener de la justice dans les décisions, notamment en réorganisant la gouvernance au sein des entreprises, avec la présence de relais de l'intérêt général, qui permettrait de réaligner les intérêts économiques et les objectifs environnementaux. Et pour finir, le plus important selon moi, développer la participation. Donc revaloriser par exemple dans la médiation sciences-société la place d'organismes tiers indépendants, tels que le Haut Conseil pour le climat, et favoriser l'éducation à ces enjeux dans l'enseignement. Ça facilitera le développement de nouveaux lieux et modes de délibération, et cela mettra en visibilité les pratiques soutenables. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci pour votre temps. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Climat Alarmant. C'est moi qui vous remercie.
L'initiative citoyenne, un geste formidable après le feu de Visavona. Pour finir ce journal, nous sommes partis en Corse. Comme vous le savez, en 2032, suite à la forte chaleur, l'ensemble de l'Hexagone a été frappé d'une canicule record avec des températures allant jusqu'à 52 degrés. Les Corses ont probablement été les plus touchés par cet été caniculaire. En effet, de nombreux feux de forêt se sont déclarés un peu partout sur l'île de Beauté. La forêt de Visavona a été la plus touchée par ces derniers. Plus d'un tiers de la forêt a été réduit en cendres, soit plus de 540 hectares, durant les 3 semaines qu'a duré l'incendie. Aujourd'hui, qu'en est-il 3 ans après ? Les Corses ont été très marqués par cet incendie et ont direct mis en place des levées de fonds et associations pour sauver leur forêt. L'association Corse in Green a d'ores et déjà récolté plus d'1 million d'euros et planté plus de 300 hectares de forêt avec l'aide de 500 bénévoles de l'association. Cet élan de solidarité vis-à-vis de la nature est un geste fort et est à souligner. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Abdesabo pour ce reportage du baume au cœur. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Clément Larmand et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. À vous les studios.